Donc bonjour à tous. Donc je vais parler aujourd'hui de grossesse et thalassémie, plus spécifiquement de DPN, DPI, très rapidement de PMA et enfin du suivi de grossesse. Donc moi je suis médecin à l'hôpital Necker et je m'occupe pas des enfants mais des adultes et des femmes enceintes spécifiquement. Alors je vais peut-être enlever. Vous voyez la conversation groupe Zoom, ça s'affiche pas pour vous, c'est bon? Pardon. Donc, les syndromes thalassémiques, donc je vais vraiment passer très rapidement parce qu'on l'a déjà vu. Donc, il y a de nombreux génotypes et de nombreux phénotypes, c'est-à-dire qu'il y a non seulement des gènes différents, et même quand on a des gènes quasiment similaires, il va y avoir une expression de la maladie qui va varier selon les personnes. La transmission, elle est ce qu'on appelle autosomique récessive, c'est-à-dire qu'il faut recevoir un gène de chaque parent, donc être homozygote, donc avoir deux gènes pour être malade. Ce qui veut dire qu'une personne malade, si elle veut avoir un enfant avec quelqu'un qui est porteur, elle a une moitié de risque, c'est-à-dire un risque sur deux d'avoir des enfants malades. Si par contre ce sont deux personnes porteuses, donc pas des personnes malades, elles ont un risque sur quatre d'avoir un enfant malade. La répartition des bêta-thalassémies et des mutations, elle est différente selon la région géographique, mais je ne vais pas revenir là-dessus plus en détail. Alors, par contre, excusez-moi, normalement. Alors, je suis désolée, il y a mon animation qui ne fonctionne pas. Donc, la diapositive suivante vous montrait en fait l'importance de la connaissance du diagnostic du patient, savoir si c'est une bêta-thalassémie intermédiaire, majeure ou un trait thalassémique, afin d'évaluer le risque pour l'enfant à naître, sachant qu'une personne bêta-thalassémique mineure n'a qu'un gène et que les autres formes, les patients ont deux gènes malades, donc transmettent forcément un gène malade à leur enfant. Selon la forme de la maladie, on va être transfuso-dépendante ou pas. Donc, les bêta-thalassémies intermédiaires peuvent être dépendantes en transfusion, mais dans la majorité dans une proportion variable des cas, peuvent ne pas l'être. Dans les bêta-thalassémies majeures, on va avoir des patients qui vont être transfuso-dépendants en général depuis la petite enfance avant l'âge de 2 ans. Et les personnes qu'on dit double hétérozygote bêta-E, bêta-0, qui sont les formes asiatiques, dites asiatiques de la thalassémie, peuvent avoir une expression de la maladie variable selon le gène de la bêta-thalassémie associé, s'il y a encore une production d'hémoglobine ou pas minime résiduelle qui persiste. Donc, ce qui est très important quand on discute de grossesse dans la thalassémie, c'est la prévention prénatale. C'est-à-dire qu'il faut discuter du projet de grossesse avec les patients. C'est vraiment très important et en discuter même dès le passage des enfants vers les adultes, tout de suite en parler. C'est-à-dire surtout reprendre, pas forcément parler de grossesse ni de désir de grossesse, mais revoir est-ce que le mode de transmission est bien compris, est-ce qu'ils ont compris qu'il c'était important de dépister le conjoint futur, le futur père des enfants, et discuter aussi de contraception, parce que savoir si le patient, du coup, la patiente peut avoir des grossesses impromptues ou pas, et surtout bien lui expliquer que quand elle va vouloir arrêter sa contraception, il est important, même si ça paraît être quelque chose de très personnel, d'en parler à son médecin pour anticiper les grossesses à venir et surtout prévoir les bilans en amont au lieu de les organiser un peu en catastrophe au moment de la grossesse. Donc, s'il y a un désir d'enfant, il faut bien en discuter en amont, anticiper la prise en charge. Et il va y avoir pas mal de bilans à organiser pour le médecin référent, notamment l'IRM cardiaque et hépatique, une échographie cardiaque, un bilan endocrinien exhaustif afin de rechercher éventuellement, s'il n'est pas dépisté, un hypogonadisme hypogonadotrope, une insuffisance thyroïdienne ou toute autre insuffisance endocrinienne. Dans certains cas, on peut être amené à différer le projet de grossesse. Alors, ça se discute toujours avec les patients. On essaye évidemment d'imposer le moins possible. Mais si cela paraît pas raisonnable d'un point de vue médical de mettre en place un projet de grossesse à ce moment-là parce qu'il y a une atteinte cardiaque, par exemple, de la surcharge en fer, c'est important d'en parler et d'intensifier au maximum la chélation martiale et de différer le projet de grossesse de quelques mois. S'il y a un hypogonadisme, on adresse la patiente dans un centre de PMA ou au moins un gynécologue qui a l'habitude de travailler avec un centre de PMA afin de mettre en place des procédures spécifiques dont on va parler après. Et donc, si on dépiste une anomalie d'un gène de l'hémoglobine chez le conjoint, il va falloir proposer une consultation génétique, donc qui peut parfois être faite par le médecin référent. Je sais que Dora Bachir et professeur Galacteros font des consultations génétiques. Mais par exemple, moi, ce n'est pas mon cas. Donc, dans ces cas-là, je les oriente vers quelqu'un qui est validé pour faire des consultations génétiques. Ensuite,
au moment de la consultation génétique, on va parler de diagnostic prénatal si la grossesse est déjà en cours ou de diagnostic préimplantatoire si la grossesse n'est pas encore débutée. Et on va discuter avec le patient, savoir s'il s'engage dans ce type de projet et comment ça s'organise et discuter aussi en fin de consultation de possibilités d'interruption médicale de grossesse si la patiente et le couple le décident. Donc, on est en consultation avec une personne, une femme ayant un syndrome thalassémique avéré. Ce qui est vraiment important de connaître, c'est s'il y a un hypogonadisme ou pas préexistant, parce que ça détermine la nécessité d'une consultation en PMA ou pas. Et ensuite, ce qui est majeur, c'est de dépister le conjoint. Donc, soit ça a déjà été fait, et donc c'est juste, on vérifie ça dans le dossier, soit ça n'a pas été fait, c'est important de le prescrire le plus rapidement possible. Si le dépistage du conjoint est négatif, il n'y a pas de consultation spécifique à entamer, donc c'est un suivi avec le gynécologue et le médecin référent de la thalassémie. Si le conjoint est positif, donc une consultation génétique, DPI ou DPN selon le désir du couple, et un suivi de grossesse identique à celui précédent. Si l'hypogonadisme est avéré, il y a une consultation donc en procréation médicalement assistée avec un gynécologue obstétricien spécialisé à mettre en place, et il va mettre en place des mesures spécifiques, principalement des stimulations, des inductions d'ovulation. Ensuite, on est dans la même problématique avec, selon le dépistage du conjoint, négatif ou positif selon le cas. Donc, comment se fait le dépistage du conjoint? C'est une prise de sang. Alors, souvent, on me dit, ah oui, mais il n'aime pas les prises de sang, mais c'est vraiment nécessaire. C'est qu'une prise de sang, c'est pas grand-chose. C'est une électrophorèse de l'hémoglobine dans un premier temps. Alors, c'est vrai que moi, je complète assez facilement avec une numération plaquettes, LDH, des lactoglobines, bilirubine libre et totale, parce qu'il n'y a pas parfois des autres petites anomalies pour lesquelles vraiment d'avoir ces éléments en plus, ça oriente tout de suite le diagnostic, ça nous permet une identification rapide. Et en deuxième attention, en général, une fois cette prise de sang réalisée, une prise de sang qui cette fois-ci sera faite à l'hôpital pour faire une analyse des gènes de l'hémoglobine. Et parfois aussi, on peut diagnostiquer du fait de ces prises de sang des déficits en G6PD qui n'étaient pas connus chez les conjoints. Ça m'est arrivé 2 fois cette année, donc il faut vraiment être vigilant. Si le dépistage du conjoint est négatif et qu'il n'y a pas d'anomalie endocrinienne chez les patientes, ce qui est fréquent dans les thalassémies intermédiaires, il y a beaucoup moins d'hypogonadisme chez ces patientes. Donc, on arrête la contraception s'il y en a une. Et donc, la majorité des cas, il y a des grossesses sont spontanées. Il n'y a pas du tout besoin de procréation médicalement assistée dans les formes thalassémies intermédiaires et les patientes qui n'ont pas d'hypogonadisme. Par contre, on peut être amené à rencontrer, enfin les couples peuvent rencontrer des difficultés de conception. Et dans ces cas-là, il faut vraiment orienter rapidement vers une équipe de PMA pour faire le bilan de fertilité, mais du couple, pas seulement de la patiente, parce qu'il peut y avoir aussi des problématiques masculines dans ces problèmes de fertilité. Dans ces cas-là, les techniques de PMA peuvent être proposées, donc de procréation médicalement assistée. Il n'y a pas de limite liée à la thalassémie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune technique de PMA, que ce soit l'insémination intra-utérine, la fécondation in vitro, l'injection intracytoplasmique directe de spermatozoïdes. Si on est thalassémique, ça pose aucun problème. Donc, il n'y a aucune limite par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que l'hypogonadisme, hypogonadotrope? Il y en a qui le connaissent bien, mais c'est vrai que c'est un mot qui fait, même quand on est étudiant en médecine, qui est assez effrayant. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a, on a ici, au niveau du cerveau, l'hypophyse et l'hypothalamus, que vous voyez ici, avec ces deux glandes qui vont produire des hormones qui vont permettre de stimuler les organes sexuels et permettre la production d'ovocytes et d'ovules chez la femme. Il n'y a pas dans la thalassémie d'atteinte par la surcharge en fer directe des organes sexuels. Ça, c'est important à savoir. Il y a par contre, à cause soit de l'anémie chronique, donc une fatigue, comme on peut avoir chez des patientes qui sont anorexiques, qui ne se nourrissent pas assez, et dans d'autres pathologies chroniques. Il peut y avoir un arrêt, en fait, le cerveau, comme la personne est fatiguée, il va y avoir un stop de la part du cerveau qui va dire non, il y a trop de fatigue, là, elle ne va pas pouvoir supporter une grossesse, donc il y a un arrêt de production des hormones sexuelles à ce moment-là. Donc avec un arrêt des cycles, un arrêt des règles et donc un arrêt de l'ovulation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypogonadisme hypogonadotrope fonctionnel. Et elle peut être sinon organique quand il y a une surcharge en fer au niveau de l'hypophyse. Ça, c'est une atteinte directe de l'hypophyse et c'est pour ça qu'on donne toutes les chélations martiales, bien sûr. Et dans ces cas-là, par contre, l'atteinte, quand il y a un hypogonadisme lié à une surcharge en fer de l'hypophyse, c'est irréversible. Même si on prend la chélation martiale par la suite correctement, on ne peut pas corriger cet hypogonadisme. Ici, vous voyez sur cette IRM, l'hypophyse est ici.
C'est ce qu'on voit ici en blanc, et là, ce n'est pas normal. Normalement, ça devrait être en gris. Le fait que ce soit en blanc, c'est signe qu'il y a du fer accumulé à cet endroit. Alors, merci à Zaina Chaktoura, qui est médecin à la Pitié, qui m'a prêté cette image. Alors, lorsqu'on a cet hypogonadisme hypogonadotrope, l'avantage, c'est qu'on a des solutions. Vu que les organes sexuels fonctionnent, il va falloir simplement restimuler les organes sexuels et réinduire une ovulation. Donc, ça va se faire de manière artificielle avec des hormones. Alors, je vous donne le protocole qui m'a été donné par les gynéco-obstétriciens. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va donner par voie injectable des hormones afin de stimuler l'ovulation. Ça va débuter à peu près entre le 2e et 5e jour du cycle. Ensuite, on va déclencher l'ovulation à proprement dite avec une injection d'HCG. L'ovulation va se produire entre 32 à 38 heures après cette injection. Le fait de connaître ce délai, ça permet d'augmenter la chance d'avoir un enfant, vu qu'on connaît précisément à quel moment l'ovulation va pouvoir arriver. Et ensuite, on va soutenir cette ovulation avec des injections d'hormones, des protocoles qui peuvent changer selon les centres. Et parfois, on peut être amené à utiliser des protocoles plus pointus avec des pompes comme les pompes à insuline à GnRH pour monitorer encore mieux cette ovulation. Si le dépistage du conjoint est positif, donc on en a parlé, c'est important de mettre en place une consultation génétique. Il faut toujours la proposer. Après, on est libre de l'accepter ou pas, mais c'est vraiment important d'être bien éclairé sur le risque qu'il y a pour l'enfant, quel pourcentage de risque, quelle va être la gravité de la maladie potentielle chez son bébé. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, je pense, faire. Et donc, lors de cette consultation génétique, on va expliquer ce que c'est le diagnostic prénatal. Donc ça, c'est dans le cas, le diagnostic prénatal. Donc, ils peuvent être proposés soit avant la grossesse en disant, écoutez, vous avez un risque. On peut vous proposer soit de faire un diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire de faire une sélection d'embryons et de vous l'implanter ensuite, donc de choisir, entre guillemets, un embryon sain pour vous faire une insémination artificielle ensuite. Ou vous avez une grossesse spontanée ou après stimulation, induction d'ovulation. Et si le bébé, une fois la grossesse arrivée, on vous fait un dépistage pour savoir si le bébé est à risque ou pas. Si le bébé est dépisté positif, vous pouvez choisir de poursuivre la grossesse ou vous pouvez choisir de l'arrêter et faire ce qu'on appelle une interruption médicale de grossesse. Donc, le diagnostic prénatal, il n'est pas autorisé pour tout, mais il est autorisé en tout cas quand il y a un risque de bêta-thalassémie intermédiaire ou majeure dans ce cas de grossesse. Il y a plusieurs façons de le faire, donc par biopsie de trophoblaste, l'amniosynthèse et la ponction de sang fœtal. Je vais vous détailler maintenant. Donc, la biopsie de trophoblaste, c'est la technique la plus précoce qu'on peut faire lors d'une grossesse. Elle se fait entre 11 et 14 semaines d'aménorrhée, donc au cours du premier trimestre. Elle se fait soit par voie transabdominale, soit par voie vaginale. Il faut savoir qu'il y a un risque de fausse couche, donc c'est un risque qu'on va vous expliquer lors de cette consultation génétique, parce que c'est pour ça d'ailleurs que certaines femmes refusent ce type de dépistage, du fait du risque de fausse couche qu'on peut complètement comprendre. Et donc ce risque, il est faible, mais il existe, il est d'1%. Et le résultat, par contre, avec cette technique, il est très précoce, ce qui va permettre si le bébé est dépisté comme étant, enfin si le fœtus est dépisté comme étant à risque d'avoir une forme majeure de thalassémie, par exemple, on peut proposer une interruption médicale de grossesse et l'avantage, entre guillemets, c'est que ça peut se faire précocement et que c'est moins traumatisant pour tout le monde et moins difficile en général, même si cela reste évidemment très difficile dans tous les cas. Cela permet de rester dans les délais d'une interruption volontaire de grossesse, donc en tout début de grossesse. L'amniosynthèse, ça se fait un petit peu plus tardivement. Alors là, en général, on rentre dans le cadre de conjoints qui n'ont pas été dépistés avant la grossesse et donc le DPN se fait plus tardivement, vu que le temps qu'on dépiste le conjoint, qu'on ait les résultats, etc., on va arriver dans ces délais-là de dépistage. C'est à partir de 14-15 semaines d'aménorrhée, donc après 3 mois de grossesse. Ça se fait par voie abdominale, donc c'est au niveau du ventre. Ça se fait pas sous anesthésie générale, mais sous anesthésie locale. Évidemment, il y a des mesures d'asepsie rigoureuses pour éviter tous les risques d'infection. On va prélever un petit peu de liquide dans le ventre et le délai de culture est cette fois-ci beaucoup plus long. Donc c'est pareil, l'interruption de grossesse, si elle est envisagée, le délai va être beaucoup plus tardif par rapport à la biopsie trophoblaste dont je vous ai parlé auparavant.
Les complications sont possibles, comme dans tout geste invasif de ce type, et donc il peut y avoir des infections qui sont rares, hein, c'est inférieur à 0,1%. C'est même exceptionnel, moi j'en ai jamais vu, mais voilà, c'est possible. Les complications immédiates, c'est les saignements. En général, ça n'a pas d'impact sur le bébé, ça peut saigner un petit peu, c'est-à-dire les métrorragies, c'est des saignements en dehors des règles. Il peut y avoir des douleurs, un peu de perte de liquide amniotique, mais c'est des complications bénignes qui n'ont pas d'impact sur le bébé, mais il faut en parler pour ne pas être effrayé justement si ça arrive. Il peut y avoir ce qu'on appelle des immunisations Rhésus, en cas où la maman est Rhésus négatif et le bébé Rhésus positif. Du fait qu'il peut y avoir un passage du sang du bébé vers le sang de la maman peut s'immuniser contre les bébés, ce qui peut avoir des conséquences par la suite. Donc ça, c'est à prendre. Ça, l'avantage, c'est qu'on peut le prendre en compte, l'anticiper en injectant ce qu'on appelle des immunoglobulines anti-Rhésus à la maman pour éviter ce genre de risque. Évidemment, c'est source d'anxiété, étant donné qu'il y a un risque possible de fausse couche qui est évalué entre 2,4 et 5%. C'est quelque chose pareil qu'on explique toujours aux parents avant de faire ce geste pour qu'ils aient le choix de faire ou pas ce geste s'ils le souhaitent. Il faut savoir que le fait d'être dans un centre qui a l'habitude de faire des amniosynthèses, ça diminue le risque de fausse couche parce que vraiment l'expérience de l'opérateur est très importante pour la réalisation de ce geste, parce que selon la position du placenta, on va orienter l'aiguille différemment, et donc ça vraiment ça s'acquiert avec la pratique, et donc plus le centre est d'importance et a l'habitude de faire ce type de geste, mieux ça se passe. Donc là, vous voyez comment ça se passe. Vous voyez. Alors ça, c'est une autre technique. Alors c'est un peu pareil pour l'amniosynthèse, hormis que là, on ne va pas piquer la même chose, mais vous voyez là, c'est une échographie. Ce qu'on voit ici, brillant blanc, c'est l'aiguille. Et là, contrairement à l'amniosynthèse, où on va simplement prendre du liquide, dans la ponction de sang fœtal qui va se faire beaucoup plus tardivement, parce qu'en dernier trimestre, comme le bébé prend toute la place, il y a beaucoup moins de liquide amniotique et donc on ne fait plus d'amniosynthèse. À ce moment-là, on est amené à faire une ponction de sang directement. Moi, c'est vrai que j'ai jamais eu à faire ce type de geste jusqu'alors pour les grossesses que j'ai suivies. C'est pareil, c'est en général des ratés médicaux ou des suivis de grossesse très tardifs, c'est-à-dire la patiente arrive déjà en deuxième trimestre de grossesse lors du suivi, lors de votre première consultation, vous dépistez le conjoint à ce moment-là, il y a un risque et là on fait le bilan très tardivement, et c'est vrai que c'est un geste qui est un petit peu plus risqué, qui peut entraîner des risques notamment de saignement au niveau du bébé. Alors heureusement c'est bénin, mais c'est toujours très inquiétant pour tout le monde, donc c'est vrai que d'où l'importance vraiment d'anticiper les grossesses et d'organiser une prise en charge très précoce. Le risque de perte fœtale est paradoxalement moindre par rapport à l'amniosynthèse, et il y a surtout la problématique de ce type de prélèvement, c'est que le diagnostic se fait très très tardivement, donc si une interruption médicale de grossesse est décidée, c'est d'autant plus difficile vu que le bébé est vraiment très développé. Donc ça, c'est les stratégies de prélèvement que je ne vais pas vous détailler, mais comme ça, vous aurez la donnée si vous le souhaitez dans ce topo. C'est le professeur Benaki à Clamart qui m'a donné toutes ces diapositives. L'interruption médicale de grossesse, donc c'est quelque chose qui ne se décide pas de la part du médecin, ou ça ne vient pas non plus d'un parent, des parents. C'est vraiment quelque chose de très réglementé, évidemment. On ne l'envisage que si il y a une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une infection d'une particulière gravité connue comme incurable au moment du diagnostic. Et il va y avoir besoin, je ne l'ai pas remis là, mais d'une réunion spécifique à la maternité avec plusieurs gynéco-obstétriciens, des médecins de la génétique, etc., pour valider cette indication d'interruption médicale de grossesse. Le diagnostic génétique préimplantatoire, ça se fait donc, ça s'anticipe, ça demande un délai certain. En France, le délai d'un diagnostic préimplantatoire, donc c'est ça si votre conjoint est à risque de transmettre une anomalie de l'hémoglobine et que vous êtes vous-même patiente, on va estimer que le risque pour le bébé d'avoir une maladie est un risque sur 2. Dans ces cas-là, on peut vous proposer ce diagnostic préimplantatoire. Après, il faut savoir que c'est malgré tout un parcours du combattant, c'est assez long. C'est en gros l'équivalent d'une fécondation in vitro avec en plus une sélection d'embryons, et tout ça, ça prend du temps à s'organiser. C'est 1 à 2 ans d'organisation. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile pour un couple, sachant qu'une fécondation in vitro, ça marche à peu près dans 40 à 50% des cas, donc parfois obligation de refaire ce cycle plusieurs fois. Après, ça permet d'avoir un diagnostic, d'être sûr que votre bébé n'a pas l'anomalie justement que vous craignez.
Il y a une base légale du DPI également très lourde et c'est normal. Et donc, il faut que ça se fasse dans un site qui est agréé avec un médecin qui exerce son activité dans un centre défini et qui va en discuter en réunion également avec ses collègues et le valider à plusieurs, va valider à plusieurs l'indication. Alors, une fois qu'on a passé toute cette étape, le suivi de grossesse qui vous intéresse sûrement plus. Donc, il y a 3 échographies, comme vous le savez, obligatoires. En complément, souvent, on fait des échographies supplémentaires au 3e trimestre qu'on appelle de croissance pour évaluer la bonne croissance fœtale du fait de l'anémie préexistante chez la maman et évaluer s'il y a un retard de croissance chez le bébé ou un petit poids. On suit en plus la TSH s'il y a une hypothyroïdie connue, avec souvent en fait, les gynécologues obstétriciens pour améliorer aussi la prise de la grossesse, parce que quand on a une hypothyroïdie, on peut être un petit peu moins fertile. Souvent, il y a des majorations des doses de lévothyrox et en plus, ça permet également d'avoir une meilleure croissance du bébé, car si le niveau des hormones thyroïdiennes est un peu basse, on peut avoir un petit retard de croissance. Une supplémentation en acide folique est systématique. Alors, normalement, toutes les patientes en ont au long cours, mais bon, voilà, toujours vérifier. On majeure cette supplémentation. Alors, nous, en ICARE, on a l'habitude de donner 10 mg par jour. C'est peut-être une supplémentation par excès, mais c'est vrai que comme il peut y avoir quelques oublis, etc., on a l'avantage d'avoir aucune carence objectivée chez nos patientes enceintes et je n'ai jamais eu non plus de malformations du tube neural qui peuvent être liées à ces carences lors de la grossesse. On poursuit la supplémentation en vitamine D ou on la reprend quand elle a été arrêtée pour éviter les risques de rachitisme des bébés. Enfin, pas de supplémentation martiale. Alors ça, c'est un grand classique. Souvent, on nous envoie les patients pour suivi de grossesse de la thalassémie ou pour une anémie microcytaire qui n'a pas vraiment été diagnostiqué et on met en dépit d'une ferritine élevée du fer. Ça ne sert à rien, sauf si évidemment il y a une carence en fer objectivée, ce qui peut arriver dans certaines formes de bêta-thalassémie intermédiaire vraiment peu anémique. Il peut y avoir aussi, ces patients peuvent avoir des fibromes ou une autre cause de saignement chronique et donc une carence en fer. Évidemment, dans ces cas-là, on met une supplémentation martiale, mais c'est exceptionnel qu'on en ait besoin. Il faut mettre des bas de contention quotidiens. On sait qu'il y a plus de thrombose chez les patientes, notamment thalassémiques intermédiaires, et chez les patientes splénectomisées. Donc, vraiment important de mettre ces bas de contention pour éviter la stase veineuse et donc le risque de phlébite ou de caillots dans les veines. Les HBPM, ce qu'on appelle les HBPM, c'est justement ces injections d'anticoagulants que l'on fait en sous-cutané quand on est hospitalisé ou lors des grossesses après l'accouchement ou après une césarienne. On les met, c'est vrai, lors des hospitalisations. Après, il n'y a pas de protocole spécifique pour les patientes thalassémiques, contrairement à la drépanocytose. On n'en met pas systématiquement tout au long de la grossesse, par exemple. Alors, jusqu'alors, c'est vrai que je n'ai jamais eu de thrombose chez les patients thalassémiques, donc ça va plutôt dans ce sens. Après, il sera intéressant de reprendre toutes ces données-là. Quand on regarde la littérature, on voit globalement, vu que les cohortes sont assez hétérogènes, on n'a pas vu, en tout cas, d'événements thromboemboliques beaucoup plus importants dans cette population, ce qui explique pourquoi on n'en met pas systématiquement. Mais par contre, c'est vrai qu'on est vigilant dès qu'il y a un alitement. Il faut toujours avoir un dossier de suivi, son dossier de suivi de grossesse sur soi. Alors, normalement, tout le monde l'a. C'est quelque chose, on vous donne une pochette, alors qui est verte, qui est bleue, qui est rose, selon les centres. Mais en général, les femmes enceintes l'ont toujours sur elles. C'est hyper important avec les échographies, les données de la maman, du bébé, etc. Et normalement, il y a la carte de groupe sanguin à l'intérieur avec éventuellement les antécédents transfusionnels s'il en existe. Dans les thalassémies majeures ou intermédiaires transfuso-dépendantes, on fait de toute façon une consultation mensuelle avec le gynécologue et l'hématologue, de manière à faire un examen clinique et le bilan biologique systématique. Alors, je n'ai pas remis, mais on suit aussi la sérologie toxoplasmose, etc., qui est, si elle est négative en début de grossesse. Et donc, ce qui va être important, c'est vraiment de maintenir une hémoglobine haute. Ça a vraiment été montré. Depuis qu'on maintient l'hémoglobine au-delà de 9-10 grammes chez les patientes transfuso-dépendantes, j'insiste, il y a beaucoup moins de retard de croissance, moins de complications obstétricales, moins de petits poids à la naissance. Et c'est vraiment important de transfuser correctement, surtout pendant la grossesse, les patientes thalassémiques transfuso-dépendantes. Un suivi endocrinologique, c'est important de le poursuivre. Si la patiente est déjà suivie pour une insuffisance surrénalienne, insuffisance hypothyroïdienne ou un diabète, il est important de poursuivre ce suivi parce que moi, je suis hématologue et pas du tout endocrinologue. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait quelqu'un de spécifique qui s'en occupe. Pour les thalassémies intermédiaires non transfuso-dépendantes, c'est pareil. Moi, je fais des consultations mensuelles. Alors, vraiment dans les formes très minimes, c'est-à-dire avec une anémie
peu marqué avant la grossesse et au cours de la grossesse, on peut espacer un petit peu, hein, ça peut être adapté. Ça dépend vraiment du patient, de la patiente. La transfusion est à débuter, alors ça c'est discuté, hein. En général, c'est plutôt quand l'hémoglobine est inférieure à 8 grammes par décilitre, mais vraiment il faut se dire qu'il n'y a aucun seuil écrit, quel que soit, il n'y a pas d'étude qui a montré qu'il faut respecter moins 8,5, moins 9, etc. Ça, il n'y a vraiment rien d'écrit. C'est un peu le même problème d'ailleurs pour quand débuter les transfusions chez les patientes non transfusodépendantes, hein, dites intermédiaires. Et donc, c'est vrai qu'on va beaucoup s'appuyer sur l'échographie fétale. Évidemment, dès qu'il y a un ralentissement de la croissance fétale, on débute la transfusion, même si l'hémoglobine est à plus de 9 grammes. Ça va dépendre aussi du stade du terme de la grossesse, c'est-à-dire si la patiente arrive à 9 grammes, 8 grammes 5 ou 8 grammes l'avant-veille de l'accouchement, ce n'est pas forcément nécessaire de faire une transfusion si on sait qu'elle va remonter derrière et qu'il y a peu de risques hémorragiques par ailleurs. Après, tout ça, ça se discute aussi avec les gynécologues et les anesthésistes. Selon le stade ou le terme de la grossesse où ça va être, où cette hémoglobine va être basse, on va soit mettre en place un programme transfusionnel, soit des transfusions sporadiques. Ça va vraiment dépendre de la profondeur de l'anémie et du retentissement sur le bébé. Dès qu'il y a un retentissement sur le bébé, de toute façon, les transfusions vont être très régulières. La possibilité, on peut essayer l'érythropoïétine, on en a parlé juste avant, c'est autorisé pendant la grossesse. Parfois, ça peut marcher. Alors, c'est en gros 20-30% des patientes thalassémiques intermédiaires qui vont répondre à l'EPO. Après, il faut se méfier effectivement du risque d'hématopoïèse extramédulaire. Donc, ça, c'est vraiment, il faut peser le pour ou le contre, sachant que si ce traitement est réalisé de manière courte, qu'il n'y a aucun argument pour hématopoïèse extramédulaire, on peut le faire. Sinon, on peut éventuellement faire une IRM, sachant que l'IRM est autorisée pendant la grossesse, une IRM du rachis pour rechercher cette hématopoïèse extramédulaire avant de le débuter. Attention à l'hypersplénisme chez les patients thalassémiques. Alors, l'hypersplénisme, c'est quoi? C'est chez les personnes à qui on n'a pas enlevé la rate. La rate, elle peut se mettre à grossir et à retenir le sang qu'on transfuse, ainsi que les globules blancs et les plaquettes. Dans ces cas-là, il va y avoir un mauvais rendement transfusionnel, c'est-à-dire que l'hémoglobine ne va pas beaucoup augmenter après la transfusion, et on va se rendre compte que les plaquettes vont baisser, ce qui peut être embêtant, notamment pour la péridurale, vu que les anesthésistes aiment bien avoir au moins 70 000 plaquettes pour la péridurale. L'alloimmunisation est possible, c'est-à-dire comme on vous transfuse avec des globules rouges d'un donneur, vous pouvez vous immuniser contre les globules rouges de cette personne et donc développer des anticorps, ce qui peut être gênant pour les transfusions futures. C'est globalement vraiment très rare chez les patients transfuso-dépendants, même exceptionnels. C'est un petit peu plus fréquent dans les formes de thalassémie intermédiaire, mais c'est exceptionnel également. Il faut faire attention, c'est pour ça qu'on va transfuser seulement si c'est nécessaire et si on peut se passer des transfusions, on va le faire au maximum. Pour les thalassémies mineures, donc les personnes hétérozygotes, normalement, il n'y a pas de prise en charge spécifique nécessaire, sauf dans de rares cas où il va y avoir d'autres pathologies associées. Médicaments et grossesse, donc attention, on arrête tous les chélateurs au moment du diagnostic de la grossesse, donc le Desferal, l'Exjade, le Feriprox. Il y a des études qui ont montré, après, attention, on ne le donne jamais vraiment pendant le premier trimestre de grossesse. Après, au cours du deuxième et troisième trimestre, ça peut être discuté selon le rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire que si la femme enceinte a une atteinte cardiaque qui s'aggrave pendant la grossesse et qui nécessite un traitement urgent, on a le droit de mettre le Desferal ou le Feriprox. Mais dans ce cas, vraiment, c'est les grossesses aujourd'hui, il y a eu à peu près, je crois, c'est une trentaine de grossesses sous des spirales qui ont été reprises en Italie. Au cours du deuxième et troisième trimestre de la grossesse, il n'y a pas été objectivé, il n'y a eu aucune anomalie chez le bébé, aucun problème non plus de complications obstétricales chez la maman. Mais c'est vrai, comme il n'y a jamais eu d'études avec un fort effectif, on ne peut pas le prescrire de manière légère. Il faut vraiment que le bénéfice soit important pour le patient. On va reprendre ensuite après l'arrêt de l'allaitement, car ça passe dans le lait, donc on ne peut pas le donner pendant l'allaitement. On arrête l'hydroxyurée ou l'hydréa au moment du diagnostic de grossesse. Alors, pendant le premier trimestre de grossesse, on ne peut pas le donner, on ne le donne pas. Ensuite, pendant le deuxième et troisième trimestre, c'est pareil, selon le rapport bénéfice-risque, on peut être amené à le reprendre. Souvent, ce n'est pas nécessaire. On est plutôt amené à le reprendre parfois chez les patients drépanocytaires pour lesquels on est en impasse transfusionnelle, mais être en impasse transfusionnelle dans le cas de thalassémie, c'est vraiment exceptionnel. Donc, la question ne se pose le plus souvent pas. Les médicaments endocriniens sont à poursuivre. Importance d'un suivi coordonné, comme je l'ai dit auparavant, donc avec le lévothyrox, l'hydrocortisone, le cortisol, l'insuline, etc. Parfois, des adaptations de doses sont nécessaires.
Donc surtout, après c'est comme dans toute grossesse, alors ça en général vraiment c'est quelque chose qui est bien fait, mais toujours demander avis de son médecin référent, au pharmacien si on ne peut pas prendre contact avec lui, avant de prendre un médicament non prescrit. Et une petite chose quand même, c'est que l'ostéoporose normalement peut être traitée par ce qu'on appelle les biphosphonates. Et donc c'est vrai que maintenant, depuis au moins 3-4 ans, il y a une vigilance d'autant plus importante avant de débuter ce traitement chez les femmes en âge de procréer, parce qu'on a vu des problèmes fœtaux liés à ces traitements, parfois même longtemps après l'arrêt des biphosphonates. Donc c'est vrai que chez les patientes en âge de procréer, s'il y a un projet de grossesse dans les 2 ans, ou si on pense que voilà, si la patiente ne prend pas bien sa contraception, etc., il ne vaut mieux pas donner de biphosphonates. En tout cas, vraiment pendant la grossesse, c'est totalement contre-indiqué. L'accouchement, ça s'organise. Et une consultation anesthésie pour la péridurale si elle est acceptée par la patiente. Alors vraiment, je la conseille fortement car il y a plus de risques quand même de complications. Et s'il y a une hémorragie, s'il y a une césarienne, de décider, par exemple, pour un problème fœtal ou un petit bassin avec une difficulté d'expulsion du bébé, c'est important d'avoir la péridurale parce que c'est beaucoup plus simple de convertir pour une césarienne. Donc c'est vrai que quand les choses peuvent se faire plus rapidement pour la maman et pour le bébé, je pense que c'est vraiment le mieux. On fait pas mal de déclenchements, nous, à Necker, vers de 38 semaines d'aménorrhée pour les formes transfuso-dépendantes. Dans les formes intermédiaires, ça va se discuter selon les complications obstétricales possibles. Alors, sachant que dans la thalassémie, finalement, il n'y a pas de contre-indication de la voie basse. Si on décide une césarienne, c'est pour d'autres raisons, entre guillemets, de la thalassémie. Ça va être souvent chez les patientes de petite taille qui ont un bassin étroit, lié à ce bassin étroit qui fait que la voie basse est contre-indiquée. Ensuite, ça peut être pour des problèmes de plaquettes basses, par exemple. Ça peut arriver dans les hypersplénismes, avec une péridurale contre-indiquée, donc un travail qui peut être compliqué. Donc une césarienne qui va être indiquée. Et enfin, des petits poids fœtaux, des retards de croissance intra-utérin. Dans ces cas-là, c'est vrai que les obstétriciens préfèrent faire une césarienne. À Necker, dernièrement, sur les 6 derniers accouchements, on a eu 5 accouchements voie basse, mais c'était majoritairement des formes thalassémiques intermédiaires, donc qui étaient un petit peu moins sévères à la base. En globalité, quand on reprend les études dans la littérature, c'est à peu près 45 à 80% de césariennes, quand on regarde ce qui est fait pour la thalassémie transfuso-dépendante. La transfusion avant l'accouchement, dans les 48-72 heures, nous, on l'organise systématiquement, vu qu'on déclenche souvent les femmes. Ça permet d'avoir cet avantage. On organise la transfusion et en général, elles sont hospitalisées dès l'après-midi même ou le lendemain à la maternité pour déclencher l'accouchement. Enfin, l'anesthésiste, il a un rôle important pour commander et mettre en réserve les culots globulaires à l'EFS afin de pouvoir transfuser s'il y a un saignement non prévu après l'accouchement, afin de pouvoir remonter l'hémoglobine le mieux possible. L'allaitement, c'est possible. Bien sûr, c'est possible, mais le facteur limitant, c'est la chélation martiale. Donc, c'est vrai que si la personne avait un contrôle de la surcharge en fer qui était mauvais avant la grossesse, l'urgence va être de reprendre cette chélation martiale au plus vite, parce que même si effectivement, pendant la grossesse, on va au maximum essayer d'éviter de la reprendre, comme l'allaitement, ça peut être interrompu et qu'on sait qu'aujourd'hui, les laits qui sont faits de manière artificielle sont très bons d'un point de vue nutritionnel, aussi bons que le lait maternel. Il vaut mieux, dans certains cas, reprendre les chélateurs très rapidement, 2-3 semaines après l'accouchement, afin de limiter au maximum cette surcharge en fer qui, en plus, se majore toujours pendant la grossesse. Les pathologies associées à leur traitement peuvent nécessiter également l'interdiction de l'allaitement. Et donc, la durée de cet allaitement, comme je viens de le dire, elle va être à discuter avec le médecin référent. Donc, en conclusion, le projet de grossesse, je pense que vous l'avez bien compris, c'est à discuter en amont de la conception. Le dépistage du conjoint, hyper important, le plus tôt possible aussi, parce que vraiment une grossesse où il y a un dépistage du conjoint qui est positif, plus on le sait avant, plus on s'y prépare, on peut organiser une prise en charge psychologique, etc. Même si c'est toujours compliqué, c'est plus facile à vivre en tout cas. La consultation génétique selon les risques, c'est hyper important. Une possibilité donc de DPN et de DPI qui est prise en charge par la sécurité sociale, bien sûr, pour les couples à risque. Et pour les bêta-thalassémies transfuso-dépendantes, un déclenchement, une stimulation de l'ovulation en cas d'hypogonadisme. Alors, pour les non transfuso-dépendantes, c'est en général beaucoup plus rare cet hypogonadisme, mais s'il y en a un, ça peut être possible, bien sûr, évidemment. La bêta-thalassémie intermédiaire non transfuso-dépendante, le plus souvent, c'est des grossesses spontanées. Et donc, s'il y a des problèmes de fertilité qui ne sont pas liés à la thalassémie, les techniques de PMA sont possibles et il n'y a pas de contre-indication liée à ça.
On coordonne entre la maternité et le médecin référent hémoglobinopathie. Et enfin, on va poursuivre ou intensifier ou mettre en place un programme transfusionnel selon le degré de l'anémie. Donc, juste quelques chiffres que j'ai pu récupérer d'après la thèse d'Émilie Viraud, qui travaille à Lyon, qui avait fait cette thèse avec le professeur Turé. Donc, le registre national de la bêta-thalassémie avait été repris entre 1995 et 2015. Il y avait 79 grossesses chez 37 patientes thalassémiques transfusodépendantes qui avaient été recueillies. Il avait été retrouvé 16 fausses couches, ce qui m'a paru beaucoup. Et après, donc, ils avaient comparé avec un groupe contrôle de la population générale. Ils n'avaient pas retrouvé de différence significative. Et j'ai repris ensuite la littérature de plus de 400 grossesses rapportées de thalassémie. On retrouve, c'est assez variable, mais dans plus de 90% des études, il n'y a pas plus de fausses couches qui sont retrouvées chez les patientes thalassémiques, même transfusodépendantes. 56 grossesses avaient été rapportées, 5 gémellaires. Alors, c'est logique, hein, comme on fait des stimulations de l'ovulation ou parfois des fécondations in vitro pour des DPI, il va y avoir un peu plus de grossesses gémellaires dans ce cadre. Et c'est vrai que dans cette étude, ils avaient retrouvé un petit peu de prématurité, mais qui était souvent lié en fait, au fait que c'était des grossesses gémellaires avec un risque de prématurité un petit peu plus élevé. La PMA avait été nécessaire dans 16% des cas. Le terme moyen de l'accouchement était correct, 37,7 semaines. Donc, la prématurité, elle est définie avant 37 semaines améliorées, enfin même plutôt 36. Donc là, des enfants qui naissent à terme. Des poids moyens de nouveau-nés un peu bas, 2760 grammes. C'est un peu bas, mais ce n'est pas un retard de croissance. C'est ce qu'on appelle les poids fœtaux bas par rapport au terme. Et il faut savoir que dans la littérature actuelle, on se rend compte que plus ça va, plus on a des poids normaux, parce qu'en fait, on transfuse plus les patientes. Et donc, comme le taux d'hémoglobine est plus haut, les bébés sont moins petits. Le taux de césarienne dans cette étude était à 53,6%. Donc, c'est à peu près les chiffres dont je vous ai parlé. Et pour la majorité, vraiment la plus grande. Alors, il y avait quelques césariennes programmées pour des utérus cicatriciels ou des choses comme ça. Mais vraiment, c'était surtout des problèmes de travail un peu lents ou des choses imprévisibles, mais ce n'était pas lié à la thalassémie. Donc, je voudrais remercier donc toutes les personnes qui m'ont aidé pour ce topo, surtout les gynéco-obstétriciens, donc le professeur Alexandra Benaki, Charlotte Sonigo, Zaina Chektoura et Marie Drissen, qui ne m'a pas forcément aidé pour le topo, mais qui m'aide quotidiennement pour la prise en charge de thalassémie à Necker. Et je remercie toute mon équipe qui m'aide beaucoup au quotidien à Necker, à Paris. Merci de votre attention. Merci beaucoup, docteur Laure Joseph. Alors, les participants, vous avez la possibilité de poser des questions oralement en réactivant votre micro. Donc, voilà, si certains souhaitent poser des questions, n'hésitez pas. Alors, je vais prendre une première question, je vais lire une première question et ensuite, s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas. Donc, combien y a-t-il d'enfants qui naissent de mamans thalassémiques en France par an? Alors ça, c'est difficile de répondre. J'ai juste eu donc les données du registre de la thalassémie. Donc vous avez vu sur plus de 10 ans, c'était 76 grossesses au total avec 16 fausses couches. Donc je crois que c'est 58 de mémoire d'enfants nés à terme. Donc je dirais que c'est une quinzaine, vingtaine d'enfants par an en France. Mais c'est un ordre d'idée. Je ne sais pas si on n'a pas de données. Les registres de la thalassémie n'a pas repris dernièrement. J'avais demandé au professeur Turé justement de me donner des données récentes et c'est vrai que ça n'a pas été analysé récemment et ce serait intéressant de le refaire. Nous, à Necker, pour vous donner un ordre d'idée, alors qu'on est quand même un centre qui suit pas mal de patients thalassémiques, on a à peu près l'année dernière, je crois que j'ai eu 4 patientes qui ont eu un enfant. Merci. Est-ce qu'il y a une question parmi les participants? Est-ce que quelqu'un veut bien poser sa question oralement? Je ne sais pas si on m'entend. Je suis Leïla Bougaba. Bonjour. Bonjour. Donc déjà, merci beaucoup pour ce webinaire et à tous les intervenants. Donc ma question, alors c'est pareil, si vous n'avez pas sur le registre, ça va être peut-être un petit peu compliqué, mais je voulais savoir si par rapport, entre guillemets, aux personnes non thalassémiques et surtout bêta-thalassémiques, est-ce que le taux, entre guillemets, d'infertilité ou de difficulté à procréer est plus élevé ou pas Je vais vous forcément? répondre pas forcément sur le registre de la thalassémie du coup français, mais sur des études. Il y a eu
une revue de la littérature qui a été faite récemment en 2017, où ils ont repris toutes les grossesses décrites chez les patientes thalassémiques transfuso-dépendantes ou pas. Et ils n'avaient pas observé de pourcentage de recours au PMA plus élevé si on exclut la stimulation de l'ovulation et l'induction d'ovulation liée à l'hypogonadisme. Il n'y avait pas plus de PMA, donc de fécondation in vitro, d'insémination intra-utérine que la population générale. D'accord. Et je ne sais pas si je peux poser juste une autre question. Allez-y. Juste savoir si justement, si voilà, l'infertilité ou la difficulté de procréer, elle était liée directement à la pathologie ou si c'était lié, par exemple, au traitement chélateur. Alors non, les traitements chélateurs, ça n'entraîne pas de difficulté à la procréation ou d'infertilité. Ça n'a pas du tout d'impact là-dessus. Par contre, indirectement, si on ne prend pas bien ces traitements chélateurs et qu'on a une surcharge en fer, on va entraîner une surcharge en fer au niveau de l'hypophyse et avoir une infertilité. C'est vraiment la surcharge en fer qui entraîne cette infertilité qui est relative, hein, parce que c'est vrai que si on redonne des hormones aux patients de bêta-thalassémie, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut induire une ovulation vu que les ovaires fonctionnent normalement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Je coupe mon micro. Merci, merci. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. J'avais une petite question. Est-ce que le taux de césarienne qui est quand même assez élevé, c'est plus que la moitié des patientes, est-ce que c'est lié à un choix des médecins est-ce qu'il y a des endroits qui préfèrent les césariennes de peur qu'il y ait des complications, ou est-ce que c'est juste que les 53% c'est des patientes en fait où soit le bassin était trop petit et que de toute façon ça n'avait pas passé, soit que la voie basse est mal passée et que ça s'est transformé? Alors, c'est un peu les deux. En fait, quand on regarde, il y a des centres effectivement en Italie notamment, mais en France, je pense que ça a été le cas aussi il y a certaines années et qu'il y a plusieurs années, mais qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Par précaution, on choisissait la césarienne. Aujourd'hui, c'est plus le cas, en tout cas en France. On privilégie la voie basse dès que c'est possible. Par contre, c'est vrai que nous, à Necker, on déclenche un petit peu plus facilement les accouchements pour les patientes thalassémiques, notamment transfuso-dépendantes, pour anticiper l'anémie, en fait, pour pouvoir organiser les transfusions. Après, pour la part qui n'est pas liée au médecin, effectivement, ça va dépendre des pays. Parce qu'en France, on a beaucoup de formes bêta-0, donc une origine plutôt d'Afrique subsaharienne, avec des bassins qui sont en général pas plus étroits que la population générale. Et dans certains pays, il va y avoir des formes bêta-E, bêta-0 plus fréquentes, donc des formes dites asiatiques, avec des femmes plus petites, avec des bassins plus étroits et donc des contre-indications liées à cette taille de bassin. Et enfin, il y a parfois aussi des complications quand même liées au travail, hein, comme pour n'importe qui, c'est-à-dire le travail ne se passe pas bien, il est trop long, des ralentissements du rythme fœtal, etc. Mais qui ne sont pas plus fréquentes finalement que pour les autres patientes. Merci. Martine, je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Un peu de loin. Voilà. Alors, je voudrais savoir, dans le cas d'une future mère porteuse du trait thalassémique et d'un futur père sain, est-ce que l'enfant aura le trait thalassémique? Alors, il ne l'aura pas forcément. Ça va dépendre si la maman elle a une chance sur deux ou un risque sur deux de transmettre ce trait porteur. Comment ça? C'est-à-dire que comme elle a un gène qui est… Enfin, vous m'avez bien dit que la maman avait un trait thalassémique et le papa, pas thalassémique du tout. Voilà. Pas porteur. Donc, comme il y a le papa, il va forcément transmettre un gène normal. Et la maman, elle a une chance sur deux. Soit elle donne le gène qui n'a rien, soit elle donne le gène malade. Donc, d'avance, on ne peut pas le savoir. Donc, d'avance, on ne peut pas savoir. Soit on peut faire un diagnostic prénatal, mais ce n'est pas justifié pour dépister un trait thalassémique. Vous le saurez qu'à la naissance, vu que le trait thalassémique n'est pas considéré comme pouvant bénéficier d'un diagnostic prénatal. D'accord, merci bien. De rien. On peut prendre les questions de la liste. Donc, une question de Maria Canistro. Y a-t-il un lien entre hypogonadisme, ovaire micropolycystique et thalassémie? Alors, je n'ai pas refait, je ne suis pas spécialiste en ovaire micropolycystique, mais en tout cas, je n'en ai pas dans mes patients. Donc, pour moi, ça n'a pas de lien. C'est complètement… c'est une autre pathologie. Donc, après, on peut avoir l'association des deux pathologies, mais à ma connaissance, en tout cas, ça n'a pas de lien. Et une dernière question, parce qu'on a pris un peu de retard. Alors, je suis bêta-thalassémique majeure, splénectomisée, hémoglobineuse E et 2 enfants.
Donc, pour les 2 personnes qui ont la même forme de maladie qui le souhaitent, on peut échanger. Ah non, pardon, ce n'était pas une question. Alors, il y a une question sur les bébés médicaments, si vous voulez, je peux y Oui, répondre. oui, oui, bien sûr. Donc, c'était, avez-vous des cas de ce qu'on appelle vulgairement les bébés médicaments avec utilisation des cellules souches pour la guérison d'un enfant bêta-thalassémique? Alors ça, c'est autre chose. Effectivement, on va sélectionner un embryon de parents qui ont eu un enfant malade en vue d'avoir un enfant qui est sain et qui, en plus, peut donner ces cellules souches pour guérir l'enfant déjà né. Alors, pendant un moment, ça a été arrêté en France. Et ça vient d'être repris. Ça a été repris cette année. En fait, j'avais revu avec le professeur Benaki qui le faisait notamment. C'est elle qui est experte en France à ce sujet. Et effectivement, c'est de nouveau possible. Mais ce n'est pas possible à Necker, c'est possible dans d'autres centres de PMA, notamment à Clamart. Merci beaucoup pour cette réponse. Et il y a une dernière question. Bonjour docteur, parce qu'on n'a pas parlé des hommes. Hein. Oui. Mais, bonjour docteur, y a-t-il une toxicité par le déferrazirox sur la production de sperme? Non, il n'y a pas de toxicité directe. Après, par contre, c'est ce que je disais auparavant, ils peuvent avoir un hypogonadisme également, et l'hypogonadisme entraîne une altération des paramètres spermatiques qui va être proportionnelle à cet hypogonadisme. Très bien, merci beaucoup.